Alors que 30 appels manqués s'affichaient frénétiquement sur mon écran, me forçant à serrer mon téléphone à tout rompre, j'ignorais encore que ma sœur était sur le point de franchir une limite irrémédiable. Je m'appelle Janelle Carter, et les problèmes familiaux ont toujours surgi sans prévenir, généralement sous couvert d'une simple demande qui se transforme en quelque chose de bien plus inquiétant. Tout a commencé plus tôt ce matin-là, lorsque j'ai refusé de garder les enfants, une décision que je pensais ferme et raisonnable. J'avais posé un ultimatum après avoir enchaîné les petits boulots de dernière minute qui m'avaient épuisé. Pourtant, ma sœur prenait chaque refus comme une invitation à me pousser encore plus loin. Elle insistait pour que je change d'avis quand je serais confrontée à la réalité, même si je n'avais aucune idée de ce qu'elle entendait par là. Les heures passèrent en silence jusqu'à ce qu'un message apparaisse sur mon téléphone. Les mots étaient si tranchants que j'en ai retenu mon souffle un instant. Elle avait écrit « Merci de les garder. Ils devraient arriver bientôt. » Je fixai le message, perplexe, car rien dans ma journée n'avait impliqué d'enfants, de taxis ou de livraisons imprévues. Je me tenais dans mon salon, essayant de comprendre ce qu'elle pensait avoir organisé et pourquoi elle agissait comme si nous nous étions déjà parlé alors que ce n'était manifestement pas le cas. La confusion fit place à l'horreur à la lecture du message suivant. Le chauffeur a dit qu'il venait d'arriver. Ces mots marquèrent le début du chaos. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de cette histoire. Votre soutien permet à ces drames familiaux, aussi réels soient-ils, d'atteindre un public plus large. Quelques semaines avant que tout ne bascule dans le chaos, je commençais à prendre mes marques dans ma nouvelle routine à Cascade Township, après avoir accepté un poste exigeant des horaires fixes et une concentration constante. J'avais accepté ce travail car je souhaitais un nouveau départ, avec moins d'obligations familiales qui me tiraillaient de tous côtés. Et pendant un bref instant, cela me sembla être un plan viable, qui pourrait fonctionner si chacun respectait les limites dont j'avais parlé à maintes reprises. J'ai vite compris que ma sœur Linda n'avait aucune intention de modifier ses habitudes simplement parce que ma vie avait changé. Elle a toujours pensé que les responsabilités pouvaient être déléguées à la personne la plus proche, surtout lorsqu'elles étaient épuisantes. Linda avait une habitude si ancrée en elle qu'elle semblait faire partie intégrante de sa personnalité. Elle m'envoyait des messages à la hâte pour me demander de garder les enfants quelques instants, puis prolongeait cette courte période jusqu'à des heures qui empiétaient sur mes propres projets. Lorsque je lui faisais remarquer la pression que cela engendrait, elle réagissait comme si je l'avais insultée, au lieu de simplement décrire ma situation. Il devint évident qu'elle attendait de moi que je reste disponible même après le début d'une nouvelle étape de ma vie. Et elle se servait de son assurance pour occulter toute considération pour les désagréments qu'elle causait. Mon beau-frère Mark n'entrait en scène que lorsque Linda voulait appuyer ses exigences. Il me parlait rarement directement des enfants, mais son silence laissait entendre une approbation passive. Mark semblait parfaitement satisfait de laisser Linda dicter les conditions de chaque arrangement, et il se mettait en retrait dès qu'un conflit surgissait. Son silence lui permettait d'insister davantage, et elle interprétait son absence d'objection comme une confirmation tacite de ses attentes. La tension atteignit son paroxysme lorsque Linda appela un soir avec une demande qui ressemblait plus à une annonce qu'à une conversation. Elle m'a expliqué qu'elle avait besoin d'aide pour un atelier nécessitant un déplacement et que ce voyage l'éloignerait presque toute la semaine. Elle a présenté cela comme une opportunité à ne pas manquer, insistant sur le fait que j'étais le choix idéal car les enfants me faisaient confiance. Elle a formulé sa demande sur un ton qui laissait entendre que personne d'autre ne pouvait intervenir, et elle a donné l'impression que la situation était urgente, même si rien dans sa demande ne me concernait directement. Ce soir-là, elle a évoqué les enfants, comme si son appel à l'émotion allait influencer ma décision. Elle a parlé de mes neveux, Ethan et Cole, et de mes nièces, Maria et Ivy, avec une douceur qui masquait son intention de me les confier sans tenir compte de mes disponibilités. J'ai écouté attentivement, soucieuse d'éviter tout malentendu, et j'ai attendu qu'elle ait fini avant de répondre. Je lui ai expliqué que mes horaires de travail étaient fixes et qu'il m'était impossible d'assumer l'entière responsabilité de 4 enfants pendant un long atelier. Je lui ai rappelé que ma vie était déjà bien assez remplie sans engagement soudain qui m'accaparait toute une semaine et que j'espérais que mes paroles seraient claires. Linda a marqué une pause suffisamment longue pour créer un silence gênant. Puis elle répondit d'un calme qui semblait calculé. Elle dit comprendre et me remercia de mon honnêteté. Sa voix était d'une douceur qui contrastait fortement avec son urgence habituelle, et ce contraste me mit mal à l'aise car il ne correspondait pas à la persévérance dont elle avait fait preuve auparavant. Il y avait quelque chose dans sa façon d'affirmer qu'elle trouverait une solution qui planait dans l'air après la fin de notre conversation. Il y avait une pointe de défi que je ne parvenais pas à déchiffrer, et même si j'essayais de chasser cette impression, le ton persistait. Je me couchais ce soir-là en croyant que la conversation s'était terminée comme elle le souhaitait. Pourtant, l'étrange tension dans sa voix laissait une légère inquiétude dont je ne pouvais me défaire.
Je me persuadais d'avoir bien fait de parler clairement. Et j'essayais de me concentrer sur la semaine à venir, ignorant que Linda avait déjà commencé à façonner la décision qui nous mènerait au désastre qui nous attendait encore. Ce matin-là commença dans un calme relatif, ne laissant rien présager du chaos qui régnait dans la ville, même si les conséquences du choix de Linda se faisaient déjà sentir. Tandis que je me préparais pour le travail, elle agissait avec une détermination née de la conviction que sa volonté pouvait imposer sa volonté à tous. Mon refus initial ne signifiait rien pour elle, car elle faisait bien plus confiance à la pression d'une situation dramatique qu'à une conversation sincère. Elle avait décidé que le moyen le plus rapide de me forcer à agir était d'envoyer les enfants sans prévenir. Une fois cette idée en tête, elle cessa de penser à autre chose. Linda contacta une compagnie de taxi juste après le lever du soleil et organisa la prise en charge de mes neveux Ethan et Cole et de mes nièces Maria et Ivy. Elle les réunit avec une excitation feinte qui dissimulait son intention de les décharger de leurs responsabilités. Les enfants pensaient me rejoindre et n'avaient aucune raison de s'interroger sur l'urgence de sa voix. Linda les pressa vers le véhicule, donnant des instructions si rapidement que le chauffeur eut à peine le temps de réagir. En fermant la porte, elle fit comme si tout était parfait. Le problème majeur venait de l'adresse qu'elle avait donnée. Au lieu d'envoyer le taxi à mon domicile actuel, elle avait indiqué au chauffeur mon ancienne adresse, un détail dont elle se souvenait encore grâce à des années d'habitude. Le chauffeur n'avait aucune raison de s'interroger et suivit l'itinéraire sur son écran, s'attendant à ce qu'un adulte l'attende à destination. À l'arrivée du taxi, la maison était toujours silencieuse, vide depuis le départ des anciens locataires. Ethan sortit le premier, le regard plein d'espoir vers la porte d'entrée, suivi des autres avec la même assurance tranquille que je semblais afficher. Rien dans la maison ne leur donnait d'indication, et l'inquiétude du chauffeur grandissait à chaque minute qui passait sans que personne ne bouge à l'intérieur. De l'autre côté de la rue, une voisine nommée Gwen remarqua le groupe près du porche. Elle supposa qu'ils rendaient visite à des proches des nouveaux locataires. La scène paraissant paisible, elle poursuivit sa matinée sans s'approcher. Ces suppositions étaient empreintes de cette sécurité décontractée que l'on éprouve en voyant des inconnus dans un quartier sans raison apparente de s'inquiéter. Une autre réaction est venue d'une bénévole de l'association des copropriétaires, OA, qui consultait régulièrement les caméras extérieures de surveillance. En visionnant les images, elle a remarqué le taxi stationné près de la maison Reed, puis les enfants qui en descendaient avec leurs petits sacs à dos. Cette scène inhabituelle a attiré son attention, et elle a noté l'heure au cas où elle devrait signaler la situation à l'association plus tard. Le chauffeur de taxi a appelé Linda pour confirmer la dépose, mais elle n'a pas répondu. Il a essayé à nouveau, puis a attendu, se sentant de plus en plus responsable, tandis que les enfants restaient là, sans savoir où aller. L'incertitude était telle que chaque détail semblait indiquer que quelque chose n'allait pas. Le chauffeur s'est éloigné du perron tandis que les enfants attendaient des instructions qui n'arrivaient jamais, et le silence autour de la maison Reed a créé une tension qui s'intensifiait de minute en minute. Il a revérifié l'adresse, comme s'il espérait trouver une erreur. Pourtant, rien n'avait changé, et aucun adulte n'est venu chercher les enfants. Lorsqu'il a finalement contacté sa centrale, la confusion avait fait place à l'angoisse, et les enfants étaient toujours livrés à eux-mêmes, sans comprendre comment ils s'étaient retrouvés dans une situation aussi vulnérable. Alors que le soleil atteignait son zénith, une tension inattendue s'installa dans le quartier. Gwen, résolue à faire entrer les 4 enfants dans son salon, garda un pas assuré en les guidant à travers la porte, car elle sentait que les laisser dehors sans adultes ne ferait qu'accroître la confusion entourant leur arrivée à mon ancienne adresse. Les enfants la suivirent d'un pas hésitant, toujours sans comprendre pourquoi on les avait laissés là, incapables d'expliquer plus que le trajet qu'on leur avait fait faire. Gwen tenta de les calmer et de les rassurer tout en attrapant son téléphone pour signaler à la copropriété que quelque chose clochait. Peu après cet appel, Monica, membre du syndic, arriva avec une autorité tranquille. Elle écouta les explications de Gwen, puis demanda l'accès aux images de la caméra de surveillance du quartier pour comprendre comment la situation avait commencé. Son professionnalisme contribua à apaiser un peu les enfants tandis qu'elle se tenait près de l'entrée et commençait à visionner les premières images. Dès qu'elle réalisa que le taxi les avait déposés tous les 4 juste devant la maison Reed, elle changea de ton, comprenant qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple malentendu. Elle continua de visionner chaque enregistrement disponible pour établir une chronologie plus précise avant de décider de la suite des événements. Pendant ce temps, je restais à mon bureau, complètement absorbé par mes tâches, jusqu'à ce qu'une brève vibration de mon téléphone attire mon attention. J'ouvris le message, m'attendant à quelque chose de banal, mais les mots affichés me coupèrent le souffle. Linda avait écrit « Merci d'avoir pris les enfants ». Ce message me parut déplacé, car je n'avais rien accepté et n'avais donné aucune indication quant à sa volonté de me faire participer à son emploi du temps ce jour-là.
Je relisais la phrase, espérant avoir mal compris, mais rien n'y fit. Une seconde notification apparut avant que je puisse répondre. Linda avait écrit « Il devrait être avec toi maintenant ». Son ton péremptoire me serra la poitrine, car je savais qu'elle avait ignoré ce que je lui avais dit plus tôt dans la semaine. Je me suis demandé si elle avait encore pris une décision de dernière minute, si elle m'avait refilé la responsabilité sans même vérifier si j'étais à la maison. Son habitude d'agir sur un coup de tête m'était familière. Pourtant, cette fois, les conséquences me semblaient plus graves car les enfants étaient impliqués. J'ai finalement ouvert l'historique des appels pour voir si elle avait essayé de me joindre directement. C'est à ce moment-là que j'ai compris. 30 appels manqués remplissaient l'écran, formant une liste dense dont le poids était indéniable. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait cherché à me joindre si vite, ni le lien avec les enfants. Le site web m'a laissé planter devant mon bureau, un malaise grandissant s'installant, tandis que les messages non lus, tels des avertissements restés sans réponse, gisaient. Sous les notifications. Avant de réagir, j'ai fait le point sur mes pensées, car m'emporter dans mes pensées ne m'aiderait pas à y voir plus clair. J'avais besoin de clarté avant d'affronter Linda. Alors, j'ai raccroché un instant et me suis préparé à la rappeler d'un ton aussi calme que possible. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait à l'autre bout du fil, si ce n'est que, quoi qu'elle ait fait, la journée avait déjà pris un tournant inattendu. Plus tard dans l'après-midi, je suis allé directement du travail au bureau de la régie du logement, car le message de Linda m'avait paru trop étrange pour être ignoré. J'y suis entré, l'angoisse grandissant depuis que j'avais lu son SMS, et j'ai demandé à voir Monica, l'employée chargée de la sécurité de notre résidence. Elle m'a accueilli avec un calme professionnel qui contrastait avec l'angoisse qui me tenaillait. Lorsque je lui ai expliqué que ma sœur m'avait envoyé un message pour me remercier d'avoir pris ses enfants, même si je ne les avais pas vus, Monica a ouvert le portail de sécurité pour visionner les enregistrements des caméras près de mon ancien domicile. Elle a fait défiler les images jusqu'à ce qu'une image figée apparaisse à l'écran. Un taxi s'était arrêté au bord du trottoir et le chauffeur en était descendu, 4 enfants attendant à l'arrière. Mon expression a changé dès que j'ai reconnu les visages familiers de mes neveux et nièces. Monica a avancé rapidement la vidéo, et la scène montrait le chauffeur s'approchant du perron et frappant malgré l'absence apparente des occupants. Il a vérifié le numéro plusieurs fois avant de retourner vers les enfants, toujours dans la voiture, tout en essayant de comprendre pourquoi cette livraison n'avait aucun sens. J'ai demandé à Monica de rembobiner la vidéo pour confirmer l'adresse qu'on lui avait donnée, car cet indice a renforcé mes soupçons. Le chauffeur avait utilisé ce numéro pour trouver un endroit où je n'habitais plus, ce qui signifiait que ma sœur avait choisi d'ignorer l'information concernant mon déménagement. J'ai appelé Linda, espérant qu'elle m'expliquerait enfin ce qu'elle avait fait. Pourtant, l'appel a sonné dans le vide jusqu'à ce que le message automatique remplace sa voix. J'ai réessayé, sans succès, et j'ai ressenti un poids qui s'intensifiait à chaque sonnerie sans réponse. À ce moment-là, mon amie Adrienne a appelé après avoir vu un court message que je lui avais envoyé plus tôt. Il a écouté sans m'interrompre, me rappelant qu'il existait des gens qui comprenaient les limites, même lorsque la famille ne les comprenait pas. Ces paroles rassurantes m'ont permis de me calmer suffisamment pour me concentrer sur la suite. Il m'a encouragé à garder mon calme avant de céder à la peur, car la panique ne ferait qu'obscurcir mes décisions. Après l'avoir remercié, j'ai raccroché, consciente que ce serait la seule fois où il interviendrait, car je devais gérer la situation immédiatement. Monica a revérifié le système et confirmé que le trajet du taxi avait bien été enregistré. Elle a suivi la trace jusqu'à l'endroit où le chauffeur avait redirigé les enfants après s'être rendu compte de l'erreur d'adresse. Les informations mises à jour ont confirmé qu'ils se trouvaient chez Gwen, la voisine qui les avait vus dehors et les avait mis à l'abri. Apprendre que des inconnus s'occupaient des enfants à la place de leurs parents a provoqué en moi une vive émotion qui a anéanti tous mes efforts pour rester calme. J'ai demandé à Monica l'adresse exacte pour pouvoir m'y rendre immédiatement, et elle a noté les détails avant de me les remettre, en me rappelant clairement que la situation exigeait de la prudence. J'ai pris la feuille, les remercié pour sa réactivité et suis sortie, consciente que je ne pouvais plus compter sur le hasard. Ce soir-là, le poids de tout ce que j'avais appris m'a poussé à agir vite, car les informations de Monica ne laissaient aucune place à l'hésitation. J'ai pris la route pour la maison de Gwen, déterminée à ce que les enfants aient besoin de l'intervention d'un adulte responsable. Une voiture de patrouille m'attendait devant la maison à mon arrivée, et un policier se tenait près de l'allée. Il s'est présenté comme l'agent Brox, chargé d'effectuer un contrôle de bien-être après avoir reçu le signalement du bailleur social. Il m'a demandé si j'étais la parente qui s'occupait des enfants, et je lui ai expliqué que j'avais appris la situation par un message inquiétant de ma sœur, mais que je n'avais pas vu les enfants de la journée. Il a écouté attentivement et a hoché la tête avant de m'inviter à entrer.
Les 4 enfants étaient assis ensemble sur le canapé de Gwen, dans une immobilité qui trahissait davantage la confusion que le calme. Ethan fixait le sol, comme s'il essayait de deviner ce qui allait se passer, tandis que Cole se rapprochait de son frère pour se sentir moins seul. Maria tenait la main d'Yvette, et toutes deux continuaient de regarder vers le couloir, comme si elles attendaient l'apparition d'une personne familière. Gwen est restée à proximité pour les rassurer discrètement. L'agent Brox a commencé à noter les détails importants et m'a demandé de décrire les messages que j'avais reçus de leur mère. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler les messages de Linda. Avant même que je puisse les montrer, mon écran s'est illuminé, un autre appel de sa part. J'ai répondu, et sa voix a empli la pièce d'une déclaration qui a glacé l'attention de tous. Merci d'avoir veillé sur les enfants. J'ai tenu le téléphone fermement et j'ai répondu la vérité. Je ne les ai pas vus. Un bref silence a suivi avant que la voix de Linda ne s'élève, empreinte d'incrédulité. De quoi parlez-vous? La tension est montée d'un cran lorsque l'agent Brox m'a demandé de mettre le haut-parleur pour pouvoir bien noter ses explications. Linda a tenté de justifier sa décision en insistant sur le fait qu'il était acceptable d'envoyer 4 enfants seuls en taxi car elle pensait que j'habitais toujours à mon ancienne adresse. Je lui ai expliqué qu'elle avait utilisé mon ancienne adresse, que la maison était vide et que les enfants avaient été laissés sans surveillance jusqu'à l'intervention de Gwen. Le choc dans sa voix se mua en frustration. Elle peinait encore à expliquer pourquoi elle avait fait un choix aussi imprudent sans rien me demander. Puis elle marmonna une phrase qui révéla le chaos de ses préparatifs. Mark n'était au courant de rien. Un bruit de mouvement derrière elle signala qu'une autre personne s'était jointe à la conversation, suivie de la voix confuse de Mark qui lui demanda ce qu'elle voulait dire. L'agent Brox me demanda de lui fournir tous les messages, les horodatages et les confirmations du système de la copropriété. Il expliqua que le conseil municipal classerait cette situation comme nécessitant un rapport officiel, car les enfants avaient été abandonnés sans surveillance légale. Gwen s'avança pour décrire comment elle avait trouvé les enfants dans la maison Reed et comment ils avaient attendu dehors sans savoir qui contacter. Sa déclaration fut ajoutée au rapport, et chaque détail fut traité avec le sérieux que la situation exigeait. L'appel de Linda se termina brusquement lorsque Mark lui arracha le téléphone des mains. Sa frustration était palpable lorsqu'il la questionna sur sa décision. Je l'ai entendu demander pourquoi elle avait choisi de cacher quelque chose d'aussi important et pourquoi elle avait impliqué 4 enfants dans un plan basé sur des suppositions plutôt que sur des faits. La tension est montée d'un cran de leur côté, et avant que la communication ne soit coupée, Mark a dit qu'il reviendrait immédiatement pour régler la situation. Le ton de sa voix trahissait un trouble qui ne se résoudrait pas facilement. L'agent Brox m'a demandé de signer pour compléter la déclaration, et Monica a confirmé que l'association de quartier soumettrait sa partie du dossier avant la fin de la soirée. Je suis resté avec Gwen et les enfants pendant qu'ils attendaient l'arrivée de Mark. Les filles se tenaient l'une contre l'autre, essayant de comprendre une journée remplie de changements brusques et d'arrêts inattendus, tandis que les garçons se taisaient, absorbés par leurs pensées. Les observer me rappelaient que ce chaos n'était en rien de leur faute. Bien que soulagé de savoir qu'ils étaient sains et saufs, je comprenais que le conflit entre Linda et Mark allait avoir des conséquences bien plus profondes que cette simple soirée. C'était le début d'une confrontation plus grave au sein de leur famille, et je sentais que les conséquences ne faisaient que commencer à se manifester. Le lendemain matin, l'ampleur des événements a commencé à se faire sentir bien au-delà de mon entourage, et les conséquences ont touché des personnes qui n'auraient jamais imaginé être mêlées au choix de Linda. À mon réveil, le premier message sur mon téléphone était d'une cousine qui travaillait dans la même entreprise que Mark. Elle me demandait pourquoi les ressources humaines l'avaient contacté la veille. Sa question ne laissait aucun doute, l'affaire avait déjà atteint le milieu professionnel, où les rumeurs se propagent rarement sans réagir. J'ai compris que la journée de travail de Mark avait probablement été compliquée lorsque toute l'histoire était parvenue à son supérieur et que la gravité des problèmes de sécurité des enfants avait contraint l'entreprise à prendre l'incident au sérieux. Je suis allé chez mes parents pour savoir jusqu'où la nouvelle s'était répandue. Dès que je suis entré dans la cuisine, ma mère m'a tendu son téléphone, l'air fatigué, et m'a dit que plusieurs membres de la famille avaient déjà appelé pour savoir pourquoi Linda avait laissé 4 enfants dans un taxi sans surveillance. Leurs questions étaient directes et plus incisives que jamais, et personne ne semblait prêt à croire à son explication d'un malentendu. Ma mère n'avait jamais parlé de Linda sur un ton aussi critique. Pourtant, ce matin-là, elle admit que toute la famille était stupéfaite par l'insouciance d'envoyer de jeunes enfants à une adresse où aucun adulte ne vivait. Linda arriva quelques instants plus tard, s'attendant à de la compassion, et sa frustration grandit lorsqu'elle réalisa que tous les membres de la famille qu'elle avait contactés refusaient de la soutenir. Elle tenta de retourner la situation contre moi, me faisant passer pour une personne peu fiable, mais chaque tentative ne faisait que révéler davantage de contradictions dans son récit. Lorsqu'elle dit avoir supposé que j'attendrais les enfants,
Je compris enfin qu'elle pensait que son intention primait sur les conséquences. Je m'approchai et prononçai la phrase que je retenais depuis des années. À partir de maintenant, tu n'as plus ta place dans ma vie. Ces mots sonnèrent avec une certitude qui me surprit moi-même, car ils portaient en eux la vérité accumulée de chaque instant où elle avait ignoré mes limites. Linda me fixa comme si elle attendait que quelqu'un intervienne en sa faveur. Pourtant, le silence régna dans la pièce, car personne n'avait la force de défendre son choix. Elle se tourna vers Marc, espérant trouver du soutien, mais il se contenta de secouer la tête après avoir entendu le récit complet des événements de la part de la police la veille. Ma cousine m'a confié plus tard que Marc avait déjà pris rendez-vous avec un thérapeute, car l'incident avait soulevé de sérieuses questions quant à son jugement et à la stabilité de leur couple. Cet après-midi-là, ils convinrent de se séparer temporairement afin de gérer les conséquences de leurs actes sans que le conflit ne s'envenime. Je suis sorti de la maison apaisé, loin de toute sensation de triomphe, car la limite que j'avais fixée était nécessaire et j'étais déterminé à la maintenir. Une semaine plus tard, la situation s'était stabilisée, discrètement mais indéniablement, et les conséquences des choix de Linda continuaient de peser sur tous les aspects de sa vie. Tôt ce matin-là, j'ai reçu un message du syndic de copropriété. Linda avait reçu un avertissement officiel pour avoir créé un danger pour la sécurité, mettant en danger non seulement ses enfants, mais aussi le voisinage. La lettre soulignait que laisser 4 mineurs sans surveillance constituait une violation du règlement de copropriété, conçu pour protéger les résidents, et qu'elle était désormais sanctionnée, une sanction qui pourrait s'aggraver en cas de récidive. J'ai appris par un cousin que Marc avait lui aussi franchi une étape supplémentaire et déposé une requête obligeant Linda à suivre un programme d'éducation à la responsabilité parentale. Ce cours était obligatoire une fois la demande enregistrée, car l'État considérait l'incident comme un danger évitable. Plusieurs membres de la famille estimaient que cette demande était justifiée depuis longtemps, car ce comportement impulsif s'était installé progressivement au fil des années. Pourtant, aucun n'osait lui en parler directement. Les enfants ont finalement repris leurs habitudes après un examen approfondi par une assistante sociale, soucieuse de s'assurer qu'aucune séquelle de la confusion de la soirée n'était encore présente. Je les ai aperçus une fois, de loin, lors d'une visite dans un magasin voisin, et leurs rires ont confirmé le retour de la stabilité après des jours d'incertitude. Cette vision m'a soulagé, même si je n'éprouvais aucune envie de renouer le contact avec Linda ni de m'impliquer davantage dans sa vie quotidienne. Ma propre vie a pris un autre tournant dès que je me suis libéré du poids émotionnel accumulé au fil des ans. Je me suis concentré sur mon travail, ma maison et les personnes qui valorisaient le respect mutuel. La paix s'est installée progressivement à mesure que les contacts se terminaient, car je ne me sentais plus responsable d'entretenir une dynamique qui m'épuisait. Après l'incident, la distance entre les membres de la famille s'est accrue, car de nombreux proches ne faisaient plus confiance au jugement de Linda, et les tentatives d'apaisement des tensions n'ont jamais dépassé le stade de conversation guindée. Nous sommes restés polis, mais le lien était irrémédiablement brisé. J'ai posé mes limites définitives en choisissant simplement de prendre du recul. Je n'ai aucun regret, car cette décision a protégé mon bien-être et préservé la vie que je construisais. Ce chapitre s'est clos discrètement, et j'ai refusé de le rouvrir à qui que ce soit. Cette expérience m'a appris que les limites personnelles protègent bien plus que le simple confort émotionnel, elles protègent les responsabilités qui nous incombent en tant qu'adultes. Aux États-Unis, imposer des obligations à des membres de sa famille sans leur consentement peut entraîner des conséquences juridiques qui transforment durablement les relations. La responsabilité n'est pas facultative lorsque des enfants sont impliqués, et le respect se gagne par des actes constants, et non par des attentes. Lorsque l'on ignore ces vérités, la distance devient une forme nécessaire d'autoprotection. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce récit, car votre temps et votre attention sont précieux. J'apprécie chaque spectateur qui écoute avec bienveillance et qui réfléchit aux messages véhiculés par ces instants. Si cette expérience vous a rappelé vos propres limites ou vous a permis d'envisager une situation sous un autre angle, n'hésitez pas à partager vos réflexions. Votre avis compte et votre point de vue aide les autres à se sentir compris.